Nous avons appris dans ce 5e module que l'extériorisation de la pensée critique par l'argumentation, ainsi qu'au sein du domaine ouvert par le droit à la liberté d'expression, recelait bien des pièges. Mais ce sont là des difficultés qu'il est possible d'aborder si l'on clarifie quelques points importants. La démocratie suppose l'usage de la raison publique, accessible à tous, et non de la raison privée, seulement accessible à une partie du démos, à une partie du peuple. Mais il est toujours possible que la raison privée se dissimule sous l'apparence de la raison publique. Si le public n'est pas assez formé à la rigueur de l'argumentation, il ne pourra prendre conscience d'un tel subterfuge, surtout si le sophiste est habile. Il faut donc examiner scrupuleusement, par exemple, les arguments de ceux qui sont opposés au mariage homosexuel pour des raisons religieuses, ce qui est leur droit le plus strict, et qui tentent d'utiliser des raisons publiques fallacieuses. Ils soutiennent notamment que le mariage pour tous détruirait la famille naturelle, papa, maman, bébé, et donc les fondements de la civilisation. L'exagération est patente, et les raisons privées sont habilement dissimulées derrière une apparence de raison publique, la défense de la civilisation étant notre affaire à tous. Par ailleurs, comme les raisonnements parfaitement rigoureux de la logique et des mathématiques sont peu utilisables dans le domaine de la vie pratique, notamment politique, Perelman nous propose une argumentation plus souple. Il y a de bonnes raisons pour faire tel ou tel choix, mais elles sont rarement totalement convaincantes. La démocratie permet de corriger ce défaut apparent. Si l'on s'est trompé, on peut toujours voter et choisir différemment dans le futur. La loi humaine, à l'inverse de celle de Dieu, est toujours modifiable par les hommes. Mais il faut faire attention à ce que l'assouplissement nécessaire de la rigueur démonstrative ne mène pas au n'importe quoi sophistique. Une vigilance critique est donc toujours nécessaire pour éviter les dangers de la manipulation. En ce qui concerne la liberté d'expression, nous avons vu à suffisance que certaines limitations, pour cause notamment de blasphème, pouvaient donner lieu à une sophistique élaborée, et donc difficile à décoder. Au lieu de parler de blasphème, on évoquera alors le respect des sensibilités, en oubliant que personne n'est obligé d'aller voir un spectacle ou d'acheter un livre, et que, par conséquent, celui qui ne veut pas se trouver confronté à l'objet choquant, ce qui est parfaitement son droit, peut l'éviter. De ce point de vue, la position de la Cour suprême des États-Unis semble plus convaincante que celle prise par la Cour européenne des droits de l'homme. La première défend de façon claire la liberté d'expression. La seconde utilise la notion floue de propos gratuitement offensants pour permettre parfois la censure du discours blasphématoire par l'État. Mais la discussion est bien sûr ouverte à ce sujet. En ce qui concerne les propos racistes, beaucoup d'Européens hésiteront à adopter la position de la Cour suprême des États-Unis qui refuse de les censurer. Ils préféreront parfois une interdiction de ces expressions, y compris la répression des discours négationnistes. Mais cette différence d'attitude, consistant à défendre la liberté de blasphémer tout en soutenant la répression des propos racistes, suppose bien sûr que l'on distingue soigneusement les deux notions, ce qui constitue une tâche de clarification indispensable. Souvent, en effet, les deux concepts sont rassemblés sous l'appellation vague de discours de haine. Or, on ne peut défendre le droit au blasphème que parce qu'on reconnaît l'importance dans une société démocratique d'une critique de la religion. C'est une position qui n'a rien à voir avec la haine. N'hésitez pas donc à débattre de ce problème difficile dans l'espace de discussion. Et bien sûr, chacun se formera son opinion éclairée sur le sujet.